Dans ma précédente vidéo, j'avais évoqué le fait que je cherche avant tout des voitures qui me permettent de me démarquer. Non seulement sur la route parmi les véhicules actuels, mais aussi parmi dans les événements auto, dans les Cars and Coffee, les rassemblements. Et donc, c'est avec cette, on va dire, cette espèce de philosophie que je me suis retrouvé à devenir propriétaire de la voiture dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, il y a quelques années de ça, il y a environ 3 ans, euh, je, je voulais retrouver un projet motivant, projet de voiture, quoi. J'ai fait le tour un petit peu du listing des voitures dont j'avais envie. Et certaines avaient pris quand même de la cote par rapport à mon budget à ce moment-là. Et donc ça devenait encore une fois difficile, à moins de prendre une voiture projet, c'est-à-dire une voiture à restaurer ou une voiture à remettre en route au moins. Donc j'avais fait un petit peu le listing et je m'étais dit qu'est-ce que j'ai pas encore eu comme voiture. Je me suis rendu compte par exemple j'ai pas encore eu de voiture sportive française. Je veux pas d'une voiture qui est une version sportive d'une voiture qui a été produite à une voiture ordinaire quoi. Bon, à moins vraiment que ce soit la version ultime, comme par exemple, on va dire, je sais pas moi, une Renault 5 Turbo ou bien une 205 T16. Mais voilà, j'ai pas envie de la voiture entre guillemets d'une GTI ou le choix est assez limité finalement. Donc je me suis dit bon, alors il y a les Alpines ou alors éventuellement une marque que j'affectionne beaucoup, mais qui est rare, c'est une Venturi. On n'en trouve pas en dessous de 25-30 000 euros. Donc voilà, donc déjà, ça, c'était réglé. Et en plus de ça, trouver un projet de venturier restauré, c'était même pas la peine, c'était trop compliqué. Donc j'ai abandonné. Puis donc, je suis revenu un petit peu aux voitures par lesquelles j'ai commencé. Donc c'était des Porsche à moteur avant. Donc, les voitures que j'avais toujours eu envie d'avoir, c'était une 928. J'avais une idée très précise de la 928 que je voulais. Je voulais une bleu clair, métallisée, avec un intérieur couleur fauve. Donc, entre le beige et le marron, quoi. Et surtout une des premières versions, donc avec les petits feux arrière et en boîte manuelle. Et alors, donc déjà, ça réduisait encore pas mal le choix. J'en ai vu quelques-unes en annonce, mais alors c'était des voitures restaurées qui étaient déjà à 30 000 euros. Pas grave, je vais en trouver une en projet. J'ai été en voir deux, trois qui étaient des épaves, ça valait vraiment pas le coup de se lancer dedans. Et j'en ai vu une dernière qui était d'origine suisse, qui était soi-disant peinture d'origine, avec un intérieur full cuir bordeaux, qui avait le carnet d'entretien, mais qui était en boîte auto. Bon, bah, c'est ça, c'est pas trop grave encore, parce que le 928, ça reste une GT pour faire de la route, donc c'était pas tellement méchant. Mais bon, cette voiture, elle avait plus de radiateur, donc c'est le radiateur d'eau qui fait à la fois le radiateur de boîte auto sur ces modèles-là. Et donc c'est un radiateur qui est vraiment spécifique, qui a les entrées et les sorties qui sont pas dans l'axe, mais qui sont un petit peu déportées comme ça. Donc, un radiateur comme ça vaut à peu près 2000 euros. Donc, je savais déjà qu'il fallait acheter un radiateur sur cette voiture, mais j'en avais trouvé en Angleterre pour environ 300 euros en aluminium, un mec qui refaisait ça. Donc, je suis allé la voir. Bon, évidemment, le gars ne voulait pas la mettre en route. Donc, j'aurais au moins vu voir qu'elle démarrait, quoi, mais bon, c'était pas possible. Et bon, ça se voyait qu'elle n'avait pas roulé depuis des années. Puis la peinture, soi-disant d'origine, pour moi, elle avait déjà été refaite au moins deux fois parce qu'il y avait des traces de blanc sur les joints de carrosserie. Et puis c'est un espèce de blanc nacré qui ne correspondait pas à un des codes couleurs Porsche de l'époque. Donc j'ai quand même fait une offre. Le gars ne l'a pas accepté. Donc j'étais un petit peu déçu, mais bon, j'étais pas non plus super convaincu. Alors bon, je suis reparti de là. Puis j'ai continué à regarder les annonces, et puis j'ai regardé également les ventes aux enchères, et je suis tombé euh, sur une voiture que j'avais jamais vue. Enfin, du moins dans cette version-là, c'était une version très spéciale, donc c'était une Maserati. Et donc je pensais avoir suffisamment de culture automobile pour connaître à peu près tous les modèles de Maserati des années 70, 80, 90. Mais celle-là, le nom, je l'avais jamais vu. Et donc je la vois aux enchères, je vois que l'enchère termine dans 4 heures. Et ce qui fait que, bon, bah déjà, on va pouvoir surveiller une vente, voir un petit peu comment ça part, etc.
Donc ce que je fais, c'est que je demande à Google de toutes les infos que je pouvais trouver sur cette voiture. Donc première page Wikipédia, donc il n'y avait pas grand-chose, il y avait 2 lignes. Je vais sur des sites, etc. Et puis ce que je vois ressortir, c'est 2 mots magiques, enfin on va dire plutôt un mot magique et un truc que j'aime bien, c'est alors le mot magique c'est Zagato, et le deuxième c'est très peu d'exemplaires fabriqués. Donc voiture fabriquée à 221 exemplaires. Donc déjà là ça me parle, je me dis vraiment là une voiture atypique qui a un look assez bizarre, Zagato, version très spéciale, ça me plaît. Donc je me renseigne rapidement, je regarde un petit peu ce que je peux lire en diagonale à droite à gauche. Je comprends rapidement qu'elle n'est pas en sa peinture d'origine, puisque la voiture est jaune et qu'elle est sortie en rouge, en noir ou en blanc uniquement. Donc déjà, bon, peinture pas d'origine, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et puis bon, je vois que le gars il explique elle a eu 8 000 € de facture récente. Alors ça, c'est intéressant parce que je me dis, bon, bah, quand même, il y a déjà eu des choses qui ont été faites. Donc c'est déjà ça en moins à faire. Il écrit que la voiture roule, qu'elle a contrôle technique. Bon, donc ça, on part sur une bonne base apparemment. Donc je regarde quand même, je me renseigne quand même sur la cote, un peu voir ce que ça vaut sur le marché. Le problème, c'est que la voiture est tellement rare qu'il n'y a pas tellement de, il n'y a pas tellement d'informations sur le marché, en fait, sur les dernières ventes. On voit quelques traces de ventes aux enchères d'il y a 10-15 ans. Euh, donc il y a de tout. On en trouve qui sont jugés à 9 000 €. On en trouve d'autres qui ont été adjugés à 30 000 €. Et je retrouve même celle que je regarde qui a été vendue des années plus tôt chez Agut pour 22 000 ou 23 000 €. Alors bon, je me dis, bon, bah, au moins, elle a déjà été achetée ce prix-là, elle peut au moins partir à ce prix-là. En plus, elle a eu des frais. Donc, on va dire, si j'arrive à avoir cette voiture pour en dessous de ça, bon, au pire, je retombe sur mes pieds. Alors, je vois un petit peu les infos. Donc, voiture Zagato, version spéciale, etc. Donc, je me dis, bon, j'ai quand même envie de tenter le coup. Je l'ai jamais vu. Je fais exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire en gros acheter une voiture qu'on n'a pas vue et qu'on n'a pas expertisée soi-même. Donc, bon, moi je me dis après tout, c'est des voitures hautes en émotion. Il faut être un peu téméraire et puis donc, bah, je m'inscris sur le site d'enchères et j'enchéris. Je mets, je mets le prix auquel l'enchère est actuellement. C'est-à-dire à ce moment-là, elle était aux alentours de 13 ou 14 000 euros. Je place l'enchère, je deviens le meilleur enchérisseur. Et là, je me rends compte que hop, je me fais doubler. Et qu'il y a 2 autres enchérisseurs qui sont un petit peu au coude à coude. Donc déjà, je me dis, bon, bah, c'est intéressant parce que la voiture, il y a déjà du monde qui la veut. Bon, les 2 heures passent. L'enchère passe à environ 15 000 euros. Et là, je dois prendre la route parce que je dois aller quelque part. Et je garde mon téléphone à proximité, donc je pose sur mes genoux pendant que je conduis. Et en gardant l'écran ouvert sur les enchères. Et les enchères doivent terminer en 45 minutes. J'ai 1 heure de route. Arrivé à 30 minutes, je vois que l'enchère est passée à 15 500 ou 16 000. Et comme je vois que ça se bataille, je me dis, ouais, je prends pas trop de risques, je réenchéris par-dessus. C'est pas grave, de toute façon, vu comment ils ont l'air d'en avoir envie de la voiture, de toute façon, c'est pas moi qui vais l'emporter. Et je réenchéris. Et là, un des deux enchérisseurs disparaît, ne donne plus signe de vie, il n'est plus, comment dire, actif. Donc il en reste juste un deuxième, juste le dernier, qui est un Italien. Et à environ 12 minutes, il surenchérit. Il remet 500 € dessus. Et là, on arrive à 16 500, ou 16 500, ou quelque chose comme ça, ou 17 000, ou je sais plus, enfin, quelque chose comme ça. Et alors, je commence à être un petit peu, bah, en fait, mon budget, je peux pas aller au-delà vraiment. Je peux encore mettre un petit peu, mais j'ai pas trop, quoi. Et alors je me dis, allez, vas-y, je suis arrivé jusqu'ici, je tente. De toute façon, il a l'air vraiment de l'avoir. Il va réenchérir par derrière. Moi, de toute façon, ce sera ma dernière enchère et après, je bouge plus. Je ne regarde même pas l'écran. Je laisse les yeux sur la route parce que je me dis que de toute façon,
ce sera le destin, hein. Si j'arrive à bien appuyer sur le bouton enchérir sans regarder l'écran, ben c'est bien. Si j'y arrive pas, tant pis. J'appuie, j'enchéris, et puis il reste 2 minutes, 1 minute, 30 secondes, il réenchérit pas, 10 secondes, 5 secondes, 3 secondes, 1 seconde, et là, bravo, vous avez gagné l'enchère. Et alors là, j'ai éclaté de rire dans la voiture tout seul, nerveusement, parce que bah, c'était pas du tout prévu. Je me suis mis à enchérir sur une voiture que j'avais jamais vue, et je l'ai emportée. Donc voilà, j'étais propriétaire d'une Maserati et d'une voiture que je ne connaissais même pas quelques heures avant. Donc voilà, je vais vous la présenter un petit peu, parce que c'est une voiture, bon, maintenant qui est en cours de restauration, donc je vais vous montrer un petit peu les images que j'ai faites au moment de l'achat, quand je suis allé la chercher, enfin pas quand je suis allé la chercher, puisque je l'ai faite venir par un transporteur, mais bon, quand elle est arrivée. Et puis je vais vous présenter un petit peu l'actualité sur cette voiture. Voilà, donc on va lui retirer sa housse. Donc voilà, c'est une Maserati Carif. Donc dans la tradition Maserati, quand ils nommaient les voitures, ils donnent le nom d'un vent. Donc là c'est le Carif, c'est le nom de ce vent qui a été choisi pour celle-ci. Donc c'est une des 36 versions de la Maserati Biturbo, qui était donc l'œuvre de Alejandro de Tomaso, hein, quand il a repris Maserati quand c'était en difficulté à la fin des années 70. Il a eu cette idée de changer un petit peu l'image de Maserati, de faire une marque de voiture qui venait un petit peu concurrencer, ils voulaient concurrencer BMW. Donc ils ont sorti la Biturbo, qui a évolué dans différentes versions, qui est sortie un petit peu sur les chapeaux de roue, puisque la première version n'était pas tout à fait au point, avec un carburateur avec deux turbos, ce qui n'est pas franchement idéal. Ça s'est amélioré quand elles sont passées en injection, et donc il y a eu plusieurs évolutions au fur et à mesure des années. Et donc en 1988, De Tomaso, il a décrété qu'il fallait maintenant de nouveau qu'il y ait des modèles vraiment sportifs dans la gamme Maserati, parce qu'il n'y en avait plus eu depuis la Bora et puis ensuite la Merak dans les années 70. Et donc voilà, il fallait reprendre, comment dire, une image sportive. Donc du coup, ils sont partis sur ce qu'ils avaient en main, donc c'est en gros la Biturbo. Quelques années auparavant, ils avaient fait la version Spider de la Biturbo, donc la cabriolet, qui avait été carrossée par Zagato et qui était une version raccourcie biplace, donc avec un empattement plus court. Et voilà, elle avait pas mal de succès, elle se vendait assez bien, notamment aux États-Unis. Donc ils sont partis de l'idée de faire cette voiture en partant de la Spider. Alors c'est assez étrange, parce qu'ils sont partis d'un coupé, qui était la Biturbo, pour faire un cabriolet en le raccourcissant. Et ils sont partis de ce cabriolet pour refaire un coupé. C'est assez original. Et donc voilà, la Carif, c'est la Maserati, c'est le profil de la Maserati Spider, Biturbo Spider, mais en coupé. Et donc avec un châssis renforcé, donc beaucoup plus rigide. Donc voilà. Donc le cahier des charges, c'était de faire, en fait c'était pas compliqué, c'était même très simple. C'était une voiture qui devait donner le maximum de plaisir de conduite. Donc sportive, très sportive, mais en même temps en donnant le maximum de plaisir de conduite. Donc c'est-à-dire qu'en gros, voiture vraiment efficace sur route, mais qui soit aussi confortable, très agréable, qui donne de bonnes sensations. Donc voilà, la Carif, c'était sur le papier quand elle est sortie, il l'a donné pour, Maserati l'avait donné pour 285 chevaux, ce qui était assez énorme, avec 383 Nm de couple. Donc pour une voiture qui fait même pas, qui fait à peine plus d'une tonne 2, c'était vraiment très très bien. Et il donnait le 0 à 100 en 4 secondes 8, ce qui était très 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 bien à l'époque. Voilà, une voiture qui est sortie en 88. Donc celle-ci, par contre, elle est de 90. Elle est sortie de 88 à 91, et elle a été faite en 221 exemplaires. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, elle est sortie en seulement 3 couleurs, rouge, blanc et noir, mais quelques-unes qui ont été repeintes dans d'autres couleurs par des clients, dont une qui
Elle avait été, une qui avait été grise, quelques-unes qui ont été grises, et puis j'en ai vu 2-3 qui avaient été repeintes en bleu, ce qui rend pas mal. Alors celle-ci a été refaite en jaune. Je trouve pas que ce soit une franche réussite parce que c'est pas la couleur qui lui va le mieux. Alors ils ont, je sais pas qui, dans son passé, cette voiture a été refaite en jaune. Alors, mais complètement, c'est-à-dire qu'ils ont tout repeint, ils ont complètement repeint à l'intérieur, tous les intérieurs de porte, totalement, enfin, était intégralement repeinte en jaune, et ils ont fait le toit noir pour donner cet aspect comme les biturbo Spider, comme les cabriolets. C'est un peu étrange, c'est pas moche, mais c'est pas la couleur qui lui va le mieux, quoi. Donc de toute façon, elle retrouvera sa couleur d'origine qui était le rouge. Alors quand je montre cette voiture à des gens qui ne la connaissent pas, au premier coup d'œil, ils ont l'impression que c'est une BMW. Alors c'est vrai que au niveau du profil de certaines parties, ça peut faire penser justement au BMW E30, notamment la partie arrière, comme ça, on peut pas le nier. C'est vrai que ça, dire qu'ils ont cherché à concurrencer BMW, on peut pas, on peut pas le nier, quoi. Donc voilà, donc c'est une voiture que bon là on voit plus parce que j'ai à moitié pratiquement vidé l'intérieur, donc voilà, en fait c'est une fausse 4 places parce qu'en fait comme je montrais sur les autres, sur les vidéos quand j'en ai pris réception, on voit qu'il y avait des sièges arrière, mais en fait ils sont juste là pour combler l'espace parce qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité. En fait ça sert de coffre finalement, ces sièges arrière, en plus du coffre qui est là. Donc voilà, donc c'est une voiture. Donc ce que j'ai fait en premier lieu quand je l'ai acheté, c'était de soulever les moquettes et regarder un petit peu l'état, comment c'était en dessous. Et bon, c'était pas génial puisque j'ai découvert que le fond de coffre était en fait était recouvert de résine pour cacher la misère, et que du coup c'était complètement pourri. Donc je suis bon pour refaire un fond de coffre complet. Alors je crois pas que ce soit ouvert. Je vais remettre les pinces de la batterie. La subtilité pour ouvrir le coffre, le capot dessus, c'est qu'il y a une tirette qui vraiment, j'ai mis un petit peu du temps à trouver. Alors attendez, je vais ouvrir. Voilà. Bon, la pièce maîtresse de la voiture, hein, ce fameux V6 biturbo 2,8 litres. Alors bon, 285 chevaux, c'était ce qui était sur le papier. Il y avait deux versions officiellement, il y avait 250 chevaux et la version catalysée de 225 chevaux. Alors celle-ci, elle vient d'Allemagne à l'origine, donc c'était a priori une version catalysée. Bon, par contre, moi j'ai refait faire intégralement l'échappement pour supprimer tout ça et le simplifier au maximum. Donc, parce que quand elle arrivait, elle avait le collecteur de ce côté-là qui était complètement fissuré, ça faisait un bruit horrible. Donc moi j'ai refait faire des collecteurs inox ayant fait déposer les turbos. Donc je sais pas si on va bien les voir ici. Hop, les collecteurs inox. Bon, je les montrerai mieux après. Et puis ligne inox complète, hein, que j'ai fait faire. On va peut-être la voir en dessous. Mais bon, on verra pas forcément. Voilà, les tubes. Je montrerai d'autres plans après. Voilà, donc V6, ce V6 turbo c'est un petit moteur, hein, parce que j'ai pas beaucoup roulé avec, j'ai fait 2000 km avec, mais très agréable, très coupleux, ça part très fort, c'est une voiture vraiment agréable. Alors, je vais brancher les pinces. Hop. Parce que pour ouvrir le coffre, ça se fait uniquement électriquement ici. Hop. Et voilà. Alors on va montrer ce coffre tel que je l'ai découvert en soulevant la résine qu'ils avaient mis. J'ai pas beaucoup de lumière ici. Hop. Voilà, magnifique. En fait, ce qui a causé ça, c'est que la goulotte du réservoir qui est ici, parce que le réservoir d'essence est juste ici, la goulotte du réservoir, en fait, n'était pas étanche, le collier était mal serré. Et en fait, à force, il y a eu d'essence qui a coulé, qui a stagné ici en bas du réservoir, et qui a bouffé la peinture, et la peinture a fini par, ça finit par rouiller. Et donc juste ici, là où dans les points bas du plancher de coffre.
Et donc ça a pourri. Donc ici, j'ai tout cette partie-là du coffre à refaire, donc je vais devoir de toute façon découper et reformer complètement une tôle pour venir la ressouder, parce qu'il n'y a pas 36 solutions, hein, donc je vais devoir déposer tout ça. De toute façon, la voiture va être sablée intégralement pour sa restauration, pour être tranquille, parce qu'il y a eu ça, il y avait ça, et puis j'ai découvert aussi un truc sympa. Ici, il y a un trou de rouille, alors on le voit peut-être pas très bien, il faudrait que je mette de la lumière. Et puis également au niveau du passage de roue, ici, où c'est vraiment pas terrible, puisque bah, c'est là où stagne l'humidité, en fait ça pourrit au niveau de l'intérieur d'elle. Donc ici on peut le voir quand j'ai commencé à décaper, puis de toute façon on voit que la voiture en carrosserie, il y a déjà eu du boulot pas terrible, parce que ici tout le bas les deux bas d'ailes sont complètement recouverts de mastic. Alors je vais faire sauter tout ça. Bref, donc il y avait, je sais pas, il y a au moins les 4-5 mm, allez, on va dire 3-4 mm d'épaisseur de mastic à cet endroit-là. Donc tout ça, hop, on va le remettre un blanc. Mais la voiture, elle a vraiment été intégralement repeinte. Il n'y a pas du tout il y a vraiment rien du tout qui est resté rouge. J'ai poncé à différents endroits, et en fait, ils sont vraiment allés à la tôle, ils ont retiré complètement le rouge pour la repeindre, parce qu'on voit ici complètement dans la partie sous le capot ici, ça a été complètement repeint. C'est bien, hein, mais bon, le problème c'est comme je vais devoir tout refaire, il va falloir vraiment que je démonte tout intégralement pour sabler toute cette baie moteur, et puis la remettre en rouge comme à l'origine, quoi. Alors elle n'avait pas tourné depuis que je l'ai rentré ici, que j'ai commencé à la démonter. Donc ça fait, là on est en février, je l'ai mise ici fin août ou début septembre, donc ça va faire 6 mois qu'elle n'a pas tourné, qu'elle n'a pas bougé. Donc on va essayer de la mettre en août. On va voir. Je sais même pas s'il reste de l'essence. De mémoire, il devait rester au moins quelques litres, mais bon, on va vérifier ça. Je vais juste ouvrir la porte pour l'échappement. Voilà. Bon. Alors, bon, il y a de l'huile, je vais vérifier. Par contre, j'aurais bien aimé couper la pompe à essence, mais je sais plus du tout quel est le fusible qui l'alimente. Pour la faire remonter un petit peu d'huile dans les culasses avant qu'elle tourne, mais bon, on verra bien. Allez, je suis passé par là. Un petit peu d'essence. Bon, la batterie doit pas être assez chargée. Bon, on va réessayer. J'ai remis les cosses des pinces, on va voir si ça sert mieux. Hop là. Hop là, la clé. L'essence dans le réservoir. Non. La batterie, elle donne pas assez. Bon, on va essayer avec une autre batterie. Allez. Bon, ça veut rien savoir. Bon, alors c'est vrai qu'avant que je l'arrête, le démarreur il était un peu chiant, parce que dès qu'elle était chaude, elle voulait plus redémarrer. Et maintenant, on dirait que depuis qu'elle a pas tourné pendant des mois, le démarreur il veut rien entendre, même à froid de toute façon. Soit il y a un problème sur le faisceau électrique, soit le démarreur il a un coup dans l'aile. Alors on va essayer. On va essayer. Ah, et ben voilà. Bon ben voilà, ça tourne. Super. La pression d'huile, tout ça, ça donne quoi?
pas beaucoup d'essence. Mais bon. On va laisser tourner un petit peu. Ah bah ça y est. Elle a pris sa température de chauffe, donc là, son régime ralenti a baissé. Bah, c'est pas mal, hein, la voiture elle n'a pas tourné depuis 6 mois et elle a redémarré au quart de tour une fois que le démarreur s'est lancé. Donc ça va, c'est bien. Bon, juste ce problème de démarreur, il faut mettre j'ai dû mettre 2 batteries dessus pour que ça parte et j'ai l'impression qu'il doit y avoir de la perte sur le faisceau quelque part. En termes de dimension, alors vous voyez pas forcément là parce que je filme et qu'il n'y a pas vraiment de proportion, mais vous voyez que la voiture est vraiment très compacte. Pour vous faire une idée, l'empattement est de 240 cm, c'est-à-dire exactement le même empattement qu'une Golf 1 cabriolet. Alors je sais pas si les Golf 1 berline c'est pareil, mais ça fait le même empattement qu'une Golf 1. En termes de longueur, ça fait 22 cm seulement de plus qu'une Golf 1. C'est vraiment une voiture très compacte, ce qui m'a permis de la ranger comme ça dans le garage, parce que comme ça c'est pratique pour la restaurer, puis que je peux rentrer les autres voitures pendant que je fais les travaux. Donc la Camaro que je suis en train de restaurer, hein, bon, restauration surtout en carrosserie, parce que bon, mécaniquement elle est très bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus dessus? Ah ouais, donc du coup je suis en train de faire, j'ai déposé les bas de caisse. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit les économies qu'ils ont voulu faire lors de la fabrication. Par exemple, la tôle extérieure, la tôle de décoration, on va dire, c'est assez sensible. Mais tout ce qui est structurel au niveau châssis, les longerons, c'est extrêmement solide. Et tout ça, c'est de la très grosse tôle. C'est très costaud, très rigide et ça bouge pas. Alors, il y a les points de rouille un petit peu, mais c'est vraiment pas méchant. Ça a décapé, il n'y a pas de trou, quoi. Par contre, voilà, j'ai déposé la vitre arrière. Alors j'ai pris, ah bah tiens, le capot il se ferme. J'ai déposé la vitre arrière. J'ai pris beaucoup de précautions parce qu'on en retrouve. Si je la casse, il n'y a aucune chance que j'en retrouve une sur le marché en refabrication. Et c'était bien. Je voyais bien que c'était boursouflé ici quand je l'ai reçu. Donc j'ai déposé la vitre et effectivement là, c'est pourri. Tout le long, en bas là-bas aussi. Donc là j'ai déjà fait une découpe, là, je suis en train de reformer. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est ça, c'est qu'on voit que tout ça c'est de la tôle de très mauvaise qualité. Et c'est exactement comme au niveau du fond de coffre. Alors au niveau du fond de coffre, je sais pas si on va le voir. Mais ici, la tôle de fond de coffre, c'est de la déco, c'est vraiment de la tôle de mauvaise qualité, donc je vais refaire ça en mieux. Par contre, ce qui est en dessous, il y a de la poussière de rouille dessus. Ce qui est en dessous, le longeron là qui vient ici, lui, il n'a pas bougé. Alors bon, on a l'impression que c'est rouillé parce que c'est de la tôle rouillée qui est tombée dedans, mais c'est nickel en fait en dessous. Mais en fait, tout ce qui est structurel, c'est de la super qualité, ça bouge pas. Mais alors tout ce qui est décoratif, on va dire, c'est pas terrible. Tiens, un papillon au mois de février. C'est marrant ça. Papillon tout noir. C'est bon, là, les ventilos se sont coupés, ce qui fait que je vais pouvoir reprendre la parole sans risquer que ce soit incompréhensible. Alors, qu'est-ce que j'avais de marrant à dire dessus? Ah oui, des petits trucs. Quand je l'ai eu, alors je crois que c'était le roulement arrière, je sais plus. Il y avait une roue qui tournait pas, et en fait il y avait un roulement complètement dégueulasse, mais alors vraiment, quand j'ai démonté, c'était rouillé à l'intérieur. Je sais pas comment un roulement peut rouiller à l'intérieur alors qu'il y avait de la graisse, enfin peu importe. Il y a du sel ou je sais pas quoi qui a dû rentrer dedans. Et bon, je cherche un peu, roulement Maserati biturbo, etc. Les mecs ils vendaient ça 70 € le roulement de roue, un truc tout simple. Moi j'ai pris bêtement, hein, un truc simple, hein, j'ai pris la référence roulement qui est dessus. Puis j'en ai trouvé aux États-Unis, c'était les mêmes que sur certaines Mustangs, je sais plus lesquelles, des années 70. Et ça m'a coûté 2 ou 3 dollars le roulement. Et en bonne qualité, hein, une bonne marque. J'en ai encore d'ailleurs, j'ai gardé parce que j'en avais pris en double.
c'est des roulements, c'était des, ouais, c'est ça, des Timken, quoi. Et donc, bref, en prenant la référence, bah, ça m'a coûté beaucoup moins cher, hein. Comme j'ai apporté des pièces aux États-Unis pour des voitures américaines, j'avais mis ça dans le, dans le colis. Voilà, donc il y a plein de trucs intéressants comme ça parce que voilà, par exemple, les, les amortisseurs arrière, j'avais entendu dire que c'était compatible BMW. J'ai été regarder la référence Bilstein, c'est des B6 qui étaient montés sur qui sont montés sur les BMW E21, que ce soit au niveau des butées, au niveau de l'amortisseur. Donc déjà c'est bien parce qu'au moins on en trouve facilement. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Alors bon, c'est sûr que la voiture on la voit pas beaucoup sur route puisque c'est les seuls plans de vue que j'ai, Ah oui, une autre petite chose dont je voulais parler à propos de la voiture, c'est que c'est vrai que peu de monde la connaissent. C'est vrai que quand je dis le nom, ça parle à personne. Mais vous connaissez très certainement sa petite sœur, celle qui a, comment dire, celle qui a été élaborée à partir d'elle, c'est la Maserati Chamal avec le V8 biturbo, qui est une voiture monstrueuse, vraiment très impressionnante. Celle-ci, normalement, beaucoup de monde la connaît. Mais elle a été construite justement à partir de la Carif au niveau des proportions, on est sur la même chose avec cette espèce de derrière. Bon, sur la Chamal, c'est un peu plus réussi hein, parce qu'il y a ça part un petit peu plus comme ça. Alors je sais plus, c'était, elle avait été redessinée par Marcelo Gandini, si je dis pas de bêtises. Ouais, faudra que je vérifie. Hein, donc vraiment que le style, c'est Giugiaro. Je vais vérifier. On regardera. Voilà, mais la Chamal, c'est vrai que c'est une voiture de rêve, elle est magnifique. C'est une voiture très impressionnante. Et voilà, mais bon, la Chamal n'aurait jamais existé si la Carif n'avait pas existé. La Carif n'aurait pas existé si la Biturbo Speeder n'avait pas existé. Et puis vice versa jusqu'à la Maserati Biturbo originelle, qui est encore une voiture entre guillemets mal aimée, mais qui a une place importante dans l'histoire de l'automobile, hein, parce que ça donnait toute une génération de Maserati jusqu'à la 3200 GT avec principe de biturbo. Et puis bon, bah, finalement, le principe biturbo, c'est quand même aujourd'hui beaucoup utilisé pour beaucoup de voitures, notamment Ferrari. Et c'est voilà, bon, Maserati, ils ont peut-être eu raison un peu trop tôt par rapport à. De toute façon, on n'a jamais bon d'avoir raison trop tôt. Mais bon, et ça fait ces générations de voitures qui ont beaucoup de personnalité, qui demandent un petit peu de, voilà, de témérité et de volonté à ceux qui veulent bien comment dire, s'en occuper et qui rendent beaucoup, euh, qui donnent vraiment beaucoup de plaisir, quoi. Donc forcément, j'ai pas de super vidéo où elle roule, mais bon. De toute façon, au fur et à mesure des travaux, je ferai des mises à jour avec des vidéos où je montrerai, par exemple, quand j'aurai déposé toute la mécanique, qu'elle sera complètement sur, la caisse sera nue et que je vais la mettre au fond du jardin pour la sabler. Ça, ce sera intéressant, ce sera des choses marrantes à voir. Évidemment, quand j'aurai refait les fonds de coffre, les fonds le bout de plancher pourri là, et puis des trucs au niveau des ailes là, les bas d'ailes avant. Ça, quand j'aurai tout refait ça, ce sera aussi ce que je montrerai. Alors j'ai qu'une hâte, moi, c'est le moment où elle sortira de peinture et puis que je ferai le remontage, hein, évidemment. Donc ça, c'est un petit peu le plaisir hein, quand plutôt que d'acheter des voitures nickel. Voilà, moi le plaisir c'est, on va dire, chercher une voiture, l'attente avant de l'avoir, et puis de la mériter, c'est-à-dire en gros vraiment bosser dessus, la voir avancer, après on la connaît par cœur, et puis c'est un peu la récompense finale, c'est surtout le moment voilà, où la peinture est finie, la voiture est remontée, on a fait un pôle illustré, elle brille, on se voit dedans, on n'a qu'une envie, c'est de rouler avec. Ça, c'est vraiment cette attente d'arriver à ce moment-là, c'est vraiment la motivation, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci de suivre cette chaîne. J'espère que ça vous plaira, enfin du moins ce que j'ai déjà publié vous plaît et ce que je publierai prochainement vous plaira aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à donner votre avis. Il y aura plein de choses encore à voir, hein. Comme je disais, la Camaro,
c'est pareil. Bon, de toute façon, ça sera la prochaine que je vais peindre, hein, celle-ci, donc j'en parlerai aussi à ce moment-là pour raconter un peu. Ma 924, qui est là depuis, je l'ai depuis 2007, celle-ci. Donc, voilà, une voiture que je garde très précieusement parce que c'est une super petite voiture. C'est une toute petite GT de 125 chevaux, mais très 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 agréable avec des bonnes proportions, une voiture bien pensée, très sympathique, qui a souvent été considérée comme mal aimée aussi, mais bon, voilà, qui est une voiture qui donne beaucoup pour pas grand chose, pour pas très cher, quoi. En plus, si je vous disais combien je l'ai payé à l'époque. Enfin bref, bon. Voilà, bah je vous laisse, à la prochaine.